C'est ce qu'on appelle des mutations constitutionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont présentes et qu'elles se transmettent au cours des générations. Et le cancer arrivant assez tardivement, parce que ça reste des cancers de l'adulte, du coup, il y a eu le temps de le transmettre et d'avoir des enfants avec. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Et je vous l'avais annoncé dans le sommaire, nous allons parler aujourd'hui des prédispositions génétiques au cancer, notamment au cancer du sein, avec une conseillère en génétique qui s'appelle Sarah Fuento-Viez. Elle travaille à l'hôpital Chiba, elle a beaucoup d'expérience, elle a longtemps travaillé en oncogénétique en France, dans les hôpitaux en France. On est ravis de l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Alors, un sujet un peu compliqué. D'abord, on voudrait juste en 2 mots que vous expliquiez à ceux qui nous regardent, c'est quoi être conseillère en génétique ? Alors, un conseiller ou une conseillère en génétique, c'est quelqu'un qui travaille très étroitement avec c'est pas un médecin, donc c'est un conseiller en génétique qui travaille très étroitement avec un généticien, en général un médecin généticien, et qui est là pour vulgariser un petit peu l'information génétique et aider à expliquer aux familles les risques et les modes de transmission des maladies génétiques. Ok. Alors, on va expliquer aussi maintenant comment le cancer arrive et pourquoi c'est important, dans certains cas, de faire un diagnostic, de rechercher la prédisposition au cancer. Alors, on va parler un petit peu plus du technique. Cancer, ouais, et puis surtout du cancer du sein, parce qu'on aimerait axer au vu d'Octobre Rose. Le risque du cancer du sein, de façon assez générale, il est à peu près de 13% pour toute femme tout venant. Et quand on a une prédisposition génétique, on arrive autour de 65 à 80%. Tout ça, ça reste des chiffres. Ça veut dire que dans sa vie, quand on a une prédisposition génétique, dans 80% des cas, Maximum. Entre 65 et 80% des cas, selon les études, on peut avoir un cancer. On peut avoir Ça ne veut pas dire qu'on va avoir. On peut. C'est ça, je veux pas qu'on... Non. on ne devient pas... On se calme, on peut. C'était du coup... donc, la prédisposition génétique, c'est quelque chose qui peut être testé et qu'on peut connaître à l'avance. Et l'importance de la connaître à l'avance, c'est du coup de pouvoir ensuite faire un suivi des patients et des gens qui ont une prédisposition. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire une recherche de prédisposition parce que c'est important à savoir. C'est une information qui est importante et pour soi et pour la famille de manière générale. Alors, avant de faire cette prédisposition, dans quel cas on doit être, on va dire, aguerri, on doit s'alarmer ou s'alerter ? Alors, évidemment, c'est en général, votre médecin peut vous poser un certain nombre de questions. Les médecins généralistes sont habitués à ce genre d'informations et peuvent vous poser des questions en vous demandant si dans la famille il y a déjà des cancers, quel type de cancer. Mais si vous voulez avoir une information plus personnelle, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important pour se poser la question d'un risque de prédisposition au cancer et plus particulièrement au cancer du sein, c'est l'âge de survenue du cancer du sein. C'est sûr qu'un cancer du sein à 80 ans n'aura pas la même force d'information qu'un cancer du sein arrivé avant la ménopause ou avant même 35 ans, par exemple. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'on se posera plus facilement la question d'une prédisposition génétique chez une femme ayant eu un cancer jeune que chez une femme ayant eu un cancer à 80 ans. Il y a d'autres facteurs ? Oui. Alors, les autres facteurs, ça va être le nombre de cancers dans une famille. Mais encore une fois, quand on parle de famille, du coup, on parle de branche familiale. Donc, il ne faut pas réfléchir en additionnant la branche paternelle et la branche maternelle. Il faut différencier les choses. Donc, s'il y a beaucoup de cancers dans la branche maternelle, dans ces cas-là, oui, il y a une pertinence à le faire, ou dans la branche paternelle. Mais ce que je veux dire, c'est pas, il y a un cancer à droite et un cancer à gauche. Du coup, il y a déjà 2 cancers. Oh là là. Non, c'est par branche qu'il faut se poser la question. Et la deuxième chose, donc on a parlé de l'âge de survenue. Et la troisième chose, c'est s'il y a des récidives, c'est-à-dire des gens qui font... les récidives, ça ne veut pas dire que c'est le même cancer qui revient, c'est-à-dire que le cancer n'était pas bien, entre guillemets, guéri, et que du coup il revient. C'est une vraie récidive, c'est-à-dire que c'est un nouveau cancer qui revient. Ok, d'accord. Donc ça c'est aussi... Quand on a ça dans la famille, qu'on soit la fille, la petite fille, la sœur, on doit être aguerri, on doit se dire, je dois aller faire un dépistage. Alors, ou en tout cas en parler en famille et que la personne même qui soit malade
Le mieux, c'est que ça soit les personnes qui soient atteintes de cancer qui fassent le premier dépistage, parce que ça augmente la chance d'identifier une mutation s'il y en a une dans la famille. Alors, c'est quoi un dépistage génétique ? Alors, concrètement, Parlès, faisons un peu des preuves. Concrètement, c'est une simple prise de sang par personne, d'accord ? Donc, c'est pas quelque chose qui soit très invasif. C'est pas un examen invasif, c'est une simple prise de sang. Comment ça se fait ? Ça se fait, le mieux, c'est de le faire après au décours d'une consultation de conseil génétique. Qu'est-ce qui se passe pendant une consultation de conseil génétique et pourquoi c'est important de la faire ? C'est qu'il y a, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le but d'un conseiller en génétique, c'est de transmettre une information. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir bien toute l'information. Parce qu'un résultat derrière de tests génétiques, quel qu'il soit encore une fois, mais là, restons sur le cancer, il est difficilement interprétable pour une personne lambda et c'est de l'information qu'on ait une mutation ou qu'on n'ait pas la mutation, ça apporte une information et qu'il faut comprendre et qu'il faut arriver à intégrer correctement. Alors en fait, si j'ai bien compris, on fait d'abord une consultation génétique avant la prise de sang ? C'est le mieux. D'accord. La consultation génétique en Israël est très, on va dire, démocratisée. On peut la faire, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors il y a des conseillers en génétique à plusieurs endroits. Déjà, il y en a dans les coupatrolim. Mais dans les coupatrolim, dans toutes les coupatrolim, les conseillères en génétique ne font pas obligatoirement de l'oncogénétique, ce dont on est en train de parler. Après, elles font d'autres types de conseils génétiques, surtout quand on est à essayer d'avoir des enfants, par exemple, qui est un autre type de conseil génétique. Pour ce qui concerne l'oncogénétique, il y a des centres d'oncogénétique dans tous les grands hôpitaux israéliens. Donc, à Jérusalem, Sharet Tzedek, Hadassah Ein Kerem, par exemple, où il y a des gros centres. À Tel HaShomer, évidemment, à Sheba, il y en a un aussi. Il y en a il y en a à Haïfa. Il y en a partout. Il y a une liste. Vous tapez Oncogénétique Center et de la ville et il va vous donner le numéro ou la liste des centres d'oncogénétique par ville. Alors, est-ce qu'on peut y aller de son propre chef ou est-ce qu'il faut d'abord une ordonnance d'un médecin quelconque ? Alors, évidemment, c'est toujours mieux, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un premier avis de votre médecin traitant. D'accord. Parce que lui, il connaît déjà les petites choses et il pourra vous dire, alors oui, c'est vrai que ça a une pertinence, alors là, je sais pas trop, donc allez-y quand même. Ou là, non, franchement, ça a pas de pertinence, ne vous inquiétez pas. Donc, oui, il faut toujours mieux en parler avec son médecin généticien. Son médecin traitant. Traitant. Son médecin généraliste, je voulais dire, pour qu'il puisse vous orienter et en plus un peu dédramatiser les choses parce qu'avoir une consultation de génétique, il faut avoir de la patience. Il y a un temps d'attente pour avoir aujourd'hui des consultations de génétique parce que ça reste quelque chose. Il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a, mais il n'y a pas assez de temps dans une journée pour pouvoir faire assez de consultations de génétique pour pouvoir répondre à la demande. Alors, on a on va dire, des chiffres en fonction des origines des populations en Israël. Oui, alors. Au-delà des chiffres, ce qu'on a surtout... Des gènes qu'on recherche. On recherche spécifiquement. En fait, lors d'une consultation d'oncogénétique ou de conseil génétique spécifique au cancer, la première chose qu'on fait, c'est un arbre généalogique. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que si vous venez à une consultation de génétique, c'est d'avoir les informations sur votre famille. On vient pour gagner du temps, comme c'est long, on vient pas sans rien. On fait ses devoirs. Allez, on y va. La première chose à avoir, c'est évidemment s'il y a eu des cancers, c'est les âges de survenue des cancers, puisque c'est une des informations importantes. Si vous avez le type de cancer, alors là, c'est le top du top. D'accord. Mais bon, des fois, je sais pas, chez les grands-parents, on se dit, elle avait un cancer du ventre, ou elle avait... Vous voyez, c'est des choses comme ça qui passent de génération en génération, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'était... le foie, le côlon... Voilà, c'est ça, les ovaires, l'utérus, j'en sais rien, enfin, tout ce qui peut... donc, avoir des informations sur la famille. Donc, lors de cette consultation de conseil génétique, on va donc faire ça, cet arbre généalogique. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les informations, les antécédents familiaux et de connaître aussi vos origines. C'est-à-dire, si vous êtes ashkénaze, si vous êtes, je sais pas, séfarade, alors de savoir si vous êtes plutôt marocain, ce genre de choses. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on connaît spécifiquement des mutations
dans certaines populations, juives ou non juives. Les Druzes, par exemple, ont aussi... Il y a aussi des mutations spécifiques en Israël, je parle. Oui, bien sûr. Les Éthiopiens ont aussi des mutations spécifiques qu'on connaît. Alors, Ashkénaze, c'est vrai qu'on parle souvent des mutations dans ces populations. On sait pourquoi ? Alors, quand on dit le cancer du sein, parce qu'on est ashkénaze, en général, on parle de 2 gènes, BRCA1 et BRCA2, qui sont les deux gènes les plus connus de la prédisposition à un cancer du sein. Mais attention, ce n'est pas les seuls. Ok, donc ça c'est la première chose que je voulais préciser. On sait pourquoi. Parce que c'est ce qu'on appelle des mutations constitutionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont présentes et qu'elles se transmettent au cours des générations. Et le cancer arrivant assez tardivement, parce que ça reste des cancers de l'adulte, du coup, il y a eu le temps de transmettre et d'avoir des enfants avec. Donc, du coup, comme il y avait un peu des îlots génétiques, c'est-à-dire les populations ashkénazes étaient entre elles quand elles étaient en Europe de l'Est, comme elles restaient entre elles, et ben du coup, les mutations, il n'y a pas de brassage génétique, et du coup, il y a des mutations qui restent comme ça et qui deviennent des mutations fondatrices. Ok, alors... Pareil chez les Marocains, alors ça on le sait moins. Voilà, il y en a pas non plus. Il y en a beaucoup plus chez les Ashkénazes que chez les Marocains. Oui, bien sûr, mais il y a aussi chez les Marocains. Il y a aussi des mutations fondatrices qu'on connaît chez les Marocains. Ouais. Voilà, c'est les mêmes gènes, c'est les mêmes gènes. Alors il y a sur les deux. Chez les Marocains, c'est plus sur BRCA1 que sur BRCA2, mais la population nord-africaine, il y a aussi des mutations BRCA2, donc ça peut se mélanger entre Marocains et population nord-africaine. Donc on va dire que c'est les 2 mêmes gènes, BRCA1, BRCA2, qui sont cherchés en premier. Après, on va rester très humble. Ne pas trouver une mutation génétique aujourd'hui dans une famille qui, clairement, sur le papier, semble une famille avec une prédisposition génétique, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on ne connaît pas tout. D'accord ? Il faut bien en être conscient. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez, de façon générale, même s'il n'y a pas de prédisposition génétique qui est trouvée dans une famille, mais que, par exemple, vous avez une mère ou une sœur qui a un cancer du sein jeune, vous avez souvent avant la ménopause, il y a une augmentation de risque pour vous-même d'avoir un cancer du sein. Donc, on met en place un suivi. Parce que le but de tout ça... C'est ça, parce que c'est exactement la question que j'allais vous poser. Une fois qu'on a fini, on a trouvé des gènes, je ne le souhaite à personne, mais bon, si ça arrive, c'est pas non plus la catastrophe. On peut faire quelque chose. Ouais, trouver une mutation dans un gène, parce que les gènes, on les a tous, vous, moi, oui, tout le monde dans les gènes, mais c'est les mutations, des prédispositions génétiques dans un gène. La trouver, c'est pas une information qui dit... Et voilà, on le sait, et puis on vit avec. Non, ça permet de pouvoir se prendre en charge et d'avoir une prise en charge qui soit adaptée en termes de suivi médical et en termes de suivi aussi familial, c'est-à-dire savoir qui dans la famille doit faire ce type de suivi pour que s'il y a l'apparition d'un cancer, qu'il puisse être pris tôt. Là, encore une fois, on parle de cancer. Si ça arrive dans une famille, ça veut dire que on va dire la prise en charge médicale, le suivi médical doit être fait jusqu'à combien de générations ? Les filles, les sœurs, les petites filles ? Alors, c'est pas tellement comme ça. C'est-à-dire le test génétique doit être fait à toutes les personnes. Si par exemple, vous êtes une dame avec un cancer du sein et que vous faites cette recherche de prédisposition génétique, on trouve chez vous une mutation d'un gène BRCA1, par exemple. Vous avez 3 filles. Vos 3 filles, ce qui va être important, c'est que les 3 filles soient testées. Sur les 3 filles, c'est une transmission, une prédisposition génétique, c'est autosomique dominant, ce qui veut dire qu'il y a un risque de transmettre de 50% à chaque grossesse. Donc, du coup, il y a un risque sur 2 pour chaque fille d'être porteur de la même mutation. Est-ce que ensuite, les enfants de ces filles-là, une par exemple qui n'a pas été... Ça ne saute pas de génération, si c'est ça la question. Si la mutation a bien été recherchée. Oui, bien sûr. Parce que si on est sur juste j'ai pas eu de cancer, c'est pas la même chose. Il faut vraiment, si la mutation a été recherchée et qu'elle n'est pas trouvée, ça permet de laisser tranquille toute la descendance. C'est toute la descendance. C'est déjà une très bonne nouvelle. On parle de descendance, donc là je parlais des filles, mais on parle aussi de collatéraux, les frères et sœurs, et on parle d'ascendance, les parents, parce que les parents ils ont aussi des collatéraux, et etc., etc. C'est ça l'enquête après génétique qui doit être faite. C'est pas toujours évident de parler de ça
dans une famille. Le conseiller en génétique, il peut être là aussi pour vous aider à trouver les mots, pour transmettre cette information. Et pour dire aux gens, allez-y, quoi. Parce que c'est important, parce qu'il y a quelque chose à faire derrière. N'ayez pas peur, allez-y, on peut se... Et les filles et les garçons, attention. Bien sûr. Parce qu'on peut être un monsieur, être porteur d'une mutation génétique, présenter ou pas un cancer, ça peut être un cancer du sein, mais ça peut être aussi d'autres types de cancers, comme le pancréas par exemple, et avoir des enfants et leur transmettre la même mutation, et que pendant plusieurs générations, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est des garçons, donc le risque de cancer du sein est beaucoup plus faible par exemple. Alors justement, on fait une petite digression juste sur ce cancer du pancréas, parce que c'est vrai que ça touche beaucoup et que c'est un cancer très très fulgurant en général, même s'il y a une personne dans la famille qui a eu un cancer du pancréas, le père, la mère, les enfants doivent... Alors, ça encore, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important... C'est la quantité. Au-delà de la quantité, l'âge d'apparition. Alors, pas de panique. Voilà, c'est l'âge d'apparition. Un cancer du pancréas à 70 ans n'a pas la même prévalence, mais encore une fois, ça peut. Oui, mais ça n'a pas la même... Ça n'a pas le même impact sur la réflexion autour de la prédisposition. Ok, en tout cas, ma chère Sarah Fuento-Viez, pardon, on était vraiment ravis de parler de ce sujet avec vous, parce que la prévention pendant ce mois d'octobre, c'est extrêmement important. On se rend compte que c'est pas si compliqué. C'est tout à fait démocratisé en Israël. On peut avoir accès facilement à ces diagnostics. Merci en tout cas. C'est pris en charge en plus. Oui. Les mutations sont prises. La recherche de mutation est prise en charge quand elle est passée par la Coupatrolim. Il n'y a pas de problème. Même à l'hôpital. Mais à l'hôpital, c'est la Coupatrolim qui la prend en charge. Mais si l'hôpital décide qu'il y a une raison de la chercher, ça sera pris en charge par la Coupatrolim. Très important. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.